Le système climatique va basculer très brutalement. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Ça aurait évidemment des conséquences absolument catastrophiques. Le maïs va mourir. Si on n'arrive pas, on va tirer une balle dans le pied des agriculteurs. Il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. We're all 100% for sure gonna fucking die! C'est un entraînement, c'est ça? Je m'appelle François Gemène, j'étais auteur principal pour le 6e rapport du GIEC, le dernier en date. Je suis avant tout chercheur, je travaille sur les impacts humains du changement climatique. Le GIEC, c'est un panel d'à peu près 2000 scientifiques qui viennent du monde entier, qui sont mandatés par l'ONU pour faire le point à intervalles réguliers sur l'état de nos connaissances sur le changement climatique. Alors là, oui, effectivement, on voit New York qui est submergé littéralement par une tempête, qui est engloutie par les eaux. Alors, est-ce que ça pourrait arriver? Sans doute pas dans ces proportions-là, ou pas forcément avec cette violence et cette rapidité-là, mais il est certain que le risque de submersion marine, notamment de villes côtières comme New York, et en particulier de Manhattan qu'on voit dans l'extrait, est réel. On sait que le changement climatique va augmenter à la fois la fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes, et notamment des tempêtes et des ouragans. Et c'est assez frappant de penser que jusqu'il y a quelques années, par exemple, on pensait que New York n'était pas concerné par les ouragans parce que New York n'était pas sur la trajectoire habituelle des ouragans. Les gratte-ciels historiques qui ont été construits dans les années 20 et 30, l'Empire State Building, le Chrysler Building, sont des gratte-ciels qui étaient conçus pour résister jusqu'à des vents d'une certaine vitesse. Et on sait aujourd'hui que les ouragans provoquent des vents d'une vitesse bien supérieure. Et donc, dans un scénario catastrophe, on pourrait imaginer qu'un ouragan balaye un des gratte-ciels historiques de New York. Nous avons découvert, piégés dans ces carottes de glace, la preuve d'un changement cataclysmique du climat survenu il y a environ 10 000 ans. La concentration de gaz naturel à effet de serre découvert à l'intérieur de ces carottes indique un réchauffement galopant a propulsé la planète dans une période glaciaire qui a duré 2 siècles. D'abord, je veux insister sur le fait que c'est une scène extrêmement réaliste. Certaines des phrases qui sont prononcées par les délégués aux Nations Unies sont vraiment des extraits verbatim de certains morceaux d'audition qui ont été organisés au Congrès américain, notamment par Al Gore dans les années 80. Et ce que dit le scientifique à l'écran, il y a aussi des morceaux qui sont repris verbatim d'une célèbre audition, notamment du scientifique de la NASA, James Hansen, qui a témoigné aussi devant le Congrès américain, à peu près exactement dans les mêmes termes. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant Atlantique Nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Il décrit dans l'audition la possibilité que le système climatique atteigne ce qu'on appelle un seuil de rupture, un tipping point en anglais. C'est un moment où le système climatique va basculer très brutalement d'un état dans un autre. Celui qui est décrit dans l'extrait, et celui qui est un peu la base de tout le film, c'est un changement, une perturbation des courants marins, et en particulier de la circulation marine de l'Atlantique Nord, qui est donc la circulation qui va contrôler le Gulf Stream. Et le Gulf Stream, c'est le courant marin qui permet à l'Europe, comme à l'Amérique du Nord, de jouir d'un climat relativement tempéré. On estime que sans le Gulf Stream, la température moyenne en Europe chuterait d'environ 15 degrés et que donc on retournerait dans une certaine forme d'âge glaciaire. Et comme ces courants dépendent évidemment des différences de température entre les différentes couches de l'eau, et comme l'océan se réchauffe, comme la fonte des glaces rajoute de l'eau supplémentaire, eh bien, une possibilité, c'est effectivement une modification, voire un arrêt du Gulf Stream. Ça aurait évidemment des conséquences absolument catastrophiques, et c'est la base du jour d'après. Oh mon Dieu, Lisa! Est-ce que vous avez vu ça à l'image? Cette tornade est passée et a détruit le panneau Hollywood. Le panneau Hollywood n'existe plus, il a été déchiqueté. Ce qui est intéressant, c'est que le film date du début des années 2000. Je me souviens l'avoir vu en projection test quand j'étais étudiant à New York. Et à l'époque, ce film paraissait comme un film de science-fiction avec un scénario complètement improbable. Et ce qui nous paraissait complètement improbable à l'époque
devient aujourd'hui, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est probable, mais c'est en tout cas une possibilité. Allez, restons pas là. Un des effets du changement climatique, c'est effectivement de rendre ce type de sécheresse, ce type de phénomène extrême, à la fois plus fréquent et plus intense. Et donc ce type de nuage de poussière, on le connaît déjà aujourd'hui en Chine, dans certains pays d'Afrique, et on en a même des conséquences chez nous, puisqu'à certains moments, on a effectivement de la poussière qui vient du Sahara et qui va créer de la pollution atmosphérique chez nous en France. Ça pose la question de savoir aussi si certaines régions du monde vont devenir littéralement inhabitables parce que toute forme d'agriculture y sera devenue impossible ou parce qu'elles auront été submergées. Et donc, ça pose la question aussi d'une forme de redistribution géographique de la population à l'échelle mondiale. Mais comme la pomme de terre dans l'Irlande du 19e et le blé dans les grandes plaines des années 30, le maïs va mourir. Bientôt. Le secteur agricole est clairement un des secteurs de l'économie qui va être le plus affecté par les effets du changement climatique. Très clairement, nous, dans 10 ans, dans 20 ans, nous n'aurons pas les mêmes cultures en France. Il y a vraiment un gros enjeu d'adaptation pour le secteur de l'agriculture. Et c'est pour ça vraiment qu'il faut absolument parvenir à combiner les enjeux agricoles avec les enjeux de lutte contre le changement climatique. Parce que si on n'arrive pas, on va tirer une balle dans le pied des agriculteurs. Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Maintenant, avec effectivement les possibilités d'exploration spatiale, de découverte des exoplanètes, certains, notamment certains milliardaires, vous voyez évidemment à qui je fais référence, fantasment sur la possibilité de coloniser d'autres planètes, mais pour le moment, ce n'est pas du tout un sujet qui est envisagé sérieusement par les décideurs. I saw something I didn't recognize. It was a comet. A big one. It's headed directly at Earth, and it really likely will hit. This sounds very, very exciting. Exploding stars, like stars actually explode. So how big is this thing? Could it like destroy someone's house? Is that possible? Well, Comet Dibiaski, which is what it will officially be named, is somewhere. After her. After her. Yeah. Oh, congratulations. What an honor. Yeah, right. Congratulations. C'est assez amusant parce qu'il se trouve que je connais personnellement le chercheur qui a servi de modèle à Leonardo DiCaprio pour ce film. Il s'appelle Michael Mann. Il est professeur de climatologie en Pennsylvanie et c'est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands climatologues. It's somewhere between 6 and 9 kilometers across, so It's big. it would damage the entire planet, not just a house. You know. The entire planet. Okay, well, as it's damaging, will it hit this one house in particular that's right on the coast of New Jersey? It's my ex-wife's house. I need it to be hit. Can we make that happen? You and Shelley have a great relationship. Le film est aussi une métaphore et une satire de la manière dont les scientifiques parlent ou devraient parler du changement climatique au public, de la manière dont c'est reçu par le public, par les médias, par les décideurs. Please don't do that. And you should stay up all night, every night, crying. When we're all 100% for sure gonna die! Hey, Kate. Sorry. Ça nous interroge aussi, nous chercheurs, quant à la manière dont on doit parler de ces sujets au public. Moi, c'est une question que je me pose très régulièrement. Est-ce qu'il s'agit d'essayer de faire peur aux gens, de sonner l'alarme? Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont surtout besoin qu'on leur donne des solutions, parce qu'en réalité, le changement climatique lui-même, d'une certaine manière, se charge de sonner l'alarme et de rappeler à quel point il est grave et à quel point il est urgent d'agir. Le risque, je crois, c'est de donner l'impression que tous les chercheurs qui travaillent sur le climat sont tous déprimés, tristes, etc. Et donc je crois que c'est important, si on veut parler du climat aussi régulièrement, qu'on parvienne aussi à en parler dans des émissions de divertissement et pas toujours uniquement dans des documentaires très sérieux. There will be magnitude 10 or 11 earthquakes. You're breathing weird. It's making me uncomfortable. I'm sorry, I'm just trying to articulate the science. I know, but it's like so stressful. I like trying to like listen. I don't think you understand the gravity of the situation. Je crois que peut-être une erreur qu'on a commise collectivement en tant que chercheurs au début, c'était d'imaginer qu'en montrant aux gens les faits, les chiffres, les graphes, ça allait automatiquement déclencher l'action. Et en réalité, il est parfaitement possible d'être conscientisé de la réalité du changement climatique sans nécessairement agir immédiatement. Tout le monde était prévenu, mais personne n'a écouté. La hausse des températures,
a modifié les courants océaniques et les calottes glaciaires ont fondu. Devant notre propre extinction, il était clair qu'une nation ne pouvait pas résoudre le problème toute seule. Ce qui est intéressant, c'est que le film mêle à la fois des images réelles, des images d'archives, des scènes de catastrophes, des scènes aux Nations Unies. On reconnaît Antonio Guterres, l'actuel secrétaire général de l'ONU, avec des effets spéciaux. Des scientifiques de 17 pays, sous la direction des États-Unis et de la Chine, ont travaillé sans relâche. Pas en tant que représentants de leur nation, mais de l'humanité. Ils ont trouvé un moyen de neutraliser les tempêtes, grâce à un réseau de milliers de satellites, chacun utilisant des contre-mesures pour agir sur les éléments climatiques de base. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de techniques de géo-ingénierie? C'est ça qui est évoqué dans l'extrait ici. On parle de l'ensemble des techniques qui vont essayer de manipuler artificiellement le système climatique. On sait que vraisemblablement, on va avoir recours à certains processus de géo-ingénierie, peindre les toits des immeubles en blanc, de manière à ce que les toits des immeubles reflètent davantage la chaleur solaire. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à aller plus loin et sur des techniques de géogénérie de beaucoup plus grande ampleur qui potentiellement pourraient aussi créer des conflits ou des tensions si jamais le climat d'un pays se trouve déréglé complètement à cause d'un processus de géogénérie lancé par un autre pays. Ce qui tient par contre de la science-fiction absolue pour le moment, c'est l'idée qu'on ait un groupe de scientifiques de 17 pays différents qui s'associent. Pour l'instant, les recherches ne sont pas vraiment coordonnées au niveau international et c'est un peu chacun pour soi. À l'heure actuelle, on n'a pas de scénario qui montrerait que le changement climatique accentue l'acidité des précipitations. Par contre, le changement climatique va effectivement augmenter les précipitations, mais qui ne sont pas forcément acides et qui donc ne vont pas provoquer les phénomènes de brûlure qu'on voit à l'écran. Selon l'INRS, ce taux d'acide sulfurique est corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives. Pénurie complète d'eau potable si ce phénomène venait... Pourquoi tu coupes sans m'intéresser? On a pas marre de toutes ces merdes là. La fin du monde tous les 2 jours. Toujours avec les mêmes planqués qui commentent. On se rend bien compte que toute une partie de la population, effectivement, est un peu lassée, fatiguée d'entendre toujours les mêmes types de reportages. Et ça pose des questions aux journalistes et aux médias qui doivent couvrir ce sujet, puisqu'on va battre record de température sur record de température. Et donc, si on doit en parler tout le temps d'une façon anxiogène et dramatique, ben effectivement, on risque de lasser les téléspectateurs ou les auditeurs. Et puis, il y a évidemment cette tension intergénérationnelle qui est très forte avec la question du changement climatique, puisque la génération qui a causé le problème n'est pas celle qui va devoir le résoudre, et celle qui va le résoudre n'est pas non plus celle qui va tirer les bénéfices de cette résolution. D'après l'ONU, il faudrait dès lors ajouter aux 200 millions de victimes du réchauffement climatique plusieurs centaines de millions de réfugiés supplémentaires sur les 10 prochaines années. Ce qui est fascinant, c'est que dès qu'on parle de migration climatique, on a toujours l'impression de se projeter dans le futur. On a toujours l'impression de parler d'un risque futur très grave que l'on pourrait encore éviter grâce à une baisse drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, il y a davantage de personnes qui sont déplacées par des catastrophes climatiques, par des sécheresses, des inondations, des ouragans, des incendies, que de personnes qui sont déplacées par des conflits ou par des violences. Allô? Ah, monsieur le Marest, enfin. Écoutez-moi bien. Vous devez absolument être à l'aérodrome de Saint-Rémy dans 16 minutes. Quoi, mais attendez, mais il est quelle heure, là? 8h34. Ça fait 3 heures que nous essayons de vous joindre, vous et votre femme, pour vous évacuer. C'est un entraînement, c'est ça? Non, monsieur. La procédure a été lancée dans la nuit. Mais vous êtes sûr? Oui, tous nos indices sont dans le rouge. En fait, nous avons déjà trop attendu. Je ne peux pas nier le fait que certains millionnaires ou milliardaires, effectivement, aient pris 1 milliard de précautions
au cas où. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est-à-dire, en Suisse, vous avez plein d'abris antinucléaires au cas où il y aurait une guerre nucléaire qui dévasterait la planète. Et donc, je pense qu'il faut faire attention au côté un peu complotiste, avec l'idée qu'il y en aurait certains qui seraient au courant davantage que d'autres. Je pense qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, par rapport à ces théories de l'effondrement, il n'y a aucun scénario scientifique crédible, même les plus dramatiques, qui envisage l'extinction de la race humaine. Et donc, très clairement, ces scénarios d'effondrement, on sait bien que ce n'est pas du tout les scénarios les plus plausibles, les plus crédibles. Si je devais choisir un extrait ou un film qui apparaît comme le plus probable, en réalité, ce n'est pas évident à dire, parce que chacun d'entre eux contient des éléments qui sont en réalité, sinon probables, au moins possibles. Simplement, là où les films tiennent encore de la science-fiction, c'est qu'ils vont vraiment extrapoler dans le futur en créant un monde dystopique. Mais ce qui m'a frappé, c'est combien chacun d'entre eux s'appuyait quand même sur des éléments tangibles et à quel point ce qu'on pouvait imaginer comme des trucs de science-fiction complètement fantaisistes n'était en fait pas si fantaisiste que ça. We've been trying to tell you. We've been trying to tell you this whole time. It's right there. It's right there, Kate. Je crois qu'on a aussi besoin de montrer des films qui sont un peu positifs sur la transition et qui montrent potentiellement comment on parvient à triompher de l'adversité et la transition qui donne l'impression d'être un mouvement un peu naturel et spontané. C'est aussi un combat aujourd'hui, un combat contre certains intérêts. Et c'est vrai qu'un grand film écolo, par exemple, c'est Erin Brockovich avec Julia Roberts, qui montre bien comment une personne parvient à triompher d'intérêts contraires pour faire prévaloir finalement la justice.